Bonjour à tous, bienvenue. Surtout bonjour à toutes finalement. Bienvenue, je suis ravie d'être là aujourd'hui pour ce workshop Réveiller votre envie professionnelle. Alors, vous avez peut-être déjà entendu dire que le désir est l'unique force motrice. C'est Aristote qui dit ça, et qui disait ça, mais moi je suis totalement d'accord avec lui. Et il faut être enthousiaste de son métier pour y exceller. Ça a été repris par Diderot. Le désir et l'enthousiasme, c'est ce qui nous anime. Christine et moi, donc nous sommes deux coachs formatrices spécialisées en accompagnement et gestion de carrière, et notamment spécialisées en psychologie positive. Ça fait 15 ans qu'on accompagne les personnes dans leurs projets professionnels et leur reconversion. On a toutes les deux nos cabinets respectifs, donc Christine, Pépite Conseil à Lambersart, et moi, RH Indigo à Tourcoing. On a créé Positive Your Job pour donner une autre dimension à la reconversion professionnelle et donner une dimension plutôt positive, enthousiasmante, basée sur les forces et les talents des personnes. Et la notion de désir et d'envie m'anime depuis toujours parce que tout simplement ça part de là. Moi je ne sais rien faire sans plaisir et sans envie. Je suis une tête de mule, on va dire. Donc si je ne prends pas plaisir dans ce que je fais, je ne le fais pas bien tout simplement. Mais je pense que je ne suis pas la seule. Aujourd'hui les neurosciences reconnaissent qu'on fait bien les choses quand on prend plaisir à les faire. Voilà. Donc l'idée de ce workshop, c'est vraiment d'aller identifier ce qui est source de plaisir et de satisfaction dans notre vie de tous les jours, mais surtout professionnelle, et surtout comment réveiller votre envie pour être en vie au travail. Voilà. À quoi correspond ce chiffre 100 000 ? Bon, on ne va pas passer 35 minutes dessus, je vais vous le dire. C'est le nombre d'heures qu'on passe au travail. Ah non, pas par an. Oh, si c'est par an. Non, dans notre vie. Mais c'est quand même pas mal. 100 000 heures travaillées. Donc je trouve que ce chiffre, il est quand même suffisamment conséquent pour qu'on mérite de s'y attarder et d'y passer du bon temps. Il faut savoir qu'un salarié heureux, il est 50% plus motivé au travail et donc dans la vie aussi. Il est 33% plus performant. Ça intéresse évidemment les entreprises d'avoir des salariés heureux, mais aussi pour vous. Donc le bonheur est un atout au travail, vraiment, et pour vous, et pour l'entreprise. On n'est pas sur quelque chose de factice de l'ordre du baby-foot, ce n'est pas du tout le sujet. La psychologie positive, c'est une science qui vraiment s'appuie sur des études, et c'est l'étude scientifique du bonheur. On a ici un petit camembert qui a été donc réalisé par Sonia Lyubomirsky, très difficile à dire, qui va vous donner une petite cartographie de nos capacités à être heureux. Donc c'est basé sur des études, je ne vais pas développer ça maintenant. Aujourd'hui, on sait que nous avons en tout cas 50% de notre capital et notre capacité à être heureux et heureuse qui est génétique. Donc ça veut dire que ça, c'est prédéterminé. Il y a une étude qui a été faite sur des jumeaux qui ont été séparés à la naissance, des paires de jumeaux, une centaine, séparés à la naissance, élevés par des parents différents, dans des régions différentes. Des chercheurs se sont amusés à les retrouver. Quand ils les ont retrouvés, ils leur ont fait passer des tests et ils se sont rendus compte qu'ils avaient le même niveau de bonheur, plus ou moins élevé, mais identique, sans se connaître. Donc ça, c'est prédéterminé. Donc, on n'est pas tous égaux là-dessus, d'accord ? Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il reste encore 50%. Dans ces 50%, il y a 10% qui sont contextuels. Alors, ces 10%, c'est bien souvent ce qu'on va mettre en avant dans notre vie et c'est ce qui ne va pas. Mon boss, mon boulot, il pleut tout le temps, quelle région, ma voiture est toujours en panne. Je serais vraiment, vraiment plus heureuse si j'habitais près de la mer. En fait, oui et non, parce que c'est que 10%. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est qu'on a la possibilité d'agir sur ces 10%. On peut changer de boss, on peut changer de région, on peut quitter son boulot, on peut faire plein de choses. On n'est pas impuissant par rapport à ces 10%. Et donc, pour bouger ces 10%, on a 40%
d'activités ou d'actions volontaires qui vont influencer votre capacité à être plus heureuse et plus heureux. Donc il y a vraiment, vous avez de la puissance justement et la possibilité d'agir sur votre capacité à être plus heureuse dans la vie comme au travail. Alors comment on fait ? Un des fondamentaux, on va dire, pour être heureux dans son travail, c'est d'être à sa place. Voilà. Hein, moi, j'entends beaucoup, et Christine aussi, de personnes qui se disent j'arrive pas à trouver ma place dans mon travail, je ne sais pas pourquoi je suis là, ça n'a pas de sens, j'y vais avec la boule au ventre, je suis mal. Voilà, et je l'ai vécu, donc je sais ce que c'est très inconfortable et de se sentir perdu. Comment on fait pour trouver sa voie ? En tout cas, une personne qui est à sa place au travail, et donc certainement plus heureuse que quelqu'un qui n'y est pas, c'est quelqu'un qui a la possibilité d'exprimer qui elle est. Donc exprimer qui elle est, c'est exprimer sa personnalité, être vrai, authentique, c'est exprimer ses moteurs, exprimer ses talents, exprimer ses valeurs. C'est très important d'être authentique et sincère dans son travail et de ne pas tout le temps être en suradaptation parce qu'on s'épuise à force. La deuxième chose, le deuxième indicateur qui fait qu'une personne est à sa place au travail, c'est quelqu'un qui a la possibilité de développer son potentiel et d'exprimer ses compétences au travail et de savoir qu'il y a une marge de progression, une marge d'évolution. J'entends souvent des personnes qui me disent j'ai fait le tour, je tourne en rond, je ne sais plus vers quoi aller, je n'ai pas d'évolution possible. Toute une vie sans évolution possible, on n'est pas à sa place. D'accord ? Et enfin, bien sûr, on entend de plus en plus la notion de sens, se sentir utile, cette envie de servir à quelque chose et de sentir qu'on apporte sa contribution dans la vie. Voilà. Et ça, on a tous besoin de se sentir utile à quelque chose. Donc c'est un des éléments fondamentaux aussi de la capacité à être heureux au travail. Alors le travail, moi j'adore cette phrase, donc je vais vous la dire, hein. Le travail le plus profond consiste non pas à se réinventer, mais à mieux se connaître. Et voilà, et ça c'est aussi la base de votre capacité à être plus heureux au travail et à trouver votre voie. Et donc devenir experte de vous-même. Un programme. Trouver sa voie professionnelle et réenchanter sa vie professionnelle, ça se fait en plusieurs étapes. Voilà, donc là, je vais vous les décrire au fur et à mesure, mais il y a un travail sur la motivation, un travail sur les talents, un travail sur les compétences, sur les envies. Parce que, évidemment, la notion d'envie, elle est primordiale, je vous l'ai dit. Moi, je ne sais rien faire sans plaisir, sans désir et sans envie, et Christine non plus. C'est pour ça qu'on travaille ensemble. Les envies, derrière les envies, il y a parfois des craintes. Qui dit envie dit peur, souvent. Et puis, les objectifs. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Et c'est vraiment le process qui vous amène à réveiller votre envie professionnelle. Et c'est vraiment nos 15 années d'expérience qui nous permettent de dire que ça fonctionne. On a vraiment identifié les fondamentaux. Alors, ça va être filmé, je pense. Vous voulez faire une photo ? Allez, photo. Sinon, sur notre stand, il y a un petit flyer qui reprend ça. Voilà, si vous voulez. La première chose qui est vraiment importante pour retrouver l'envie professionnelle et l'envie et le plaisir, c'est d'adopter un nouvel état d'esprit. C'est d'accepter que ça ne se fera pas tout seul. C'est d'accepter de prendre un temps de pause, c'est d'accepter que ça prenne du temps, c'est d'accepter que ce ne soit pas magique. Non, ce fameux truc qui dit « mais elle a trouvé sa voie ». Non, elle l'a cherchée. D'accord ? Non, mais c'est vraiment très, très important parce que là, il y a un gros mythe. On ne trouve pas sa voie, on la cherche. Et ça prend du temps. Et pour trouver sa voie, on la cherche et il y a de la méthode, il y a de la rigueur. Mais la première chose, c'est qu'il faut être ouvert. Il faut ouvrir ses oreilles, ouvrir ses yeux, parler à de nouvelles personnes. Moi, j'ai une dame que j'accompagne qui est avocate et qui me dit « mais en fait, moi, je veux plus être avocate ». Mais je lui dis « mais déjà, la première chose, arrêtez de manger avec des avocats le midi, quoi ». Non, mais basique.
Mais oui, ça passe par là. C'est des choses très très simples, mais il faut s'ouvrir. Et s'ouvrir, c'est que si j'ai plus envie d'être avocat et que je veux découvrir de nouveaux horizons, mes collègues, je ne mange pas tous les midis avec mes collègues. J'essaie d'être plus curieuse. Et voilà. Et puis se faire confiance dans sa capacité à rebondir, à être créatif, à avoir des idées et à être capable à être résilient. Une deuxième chose qui est fondamentale, c'est d'analyser d'où vient votre besoin de changement. Très souvent, le besoin de changement, il est lié à une frustration. Si on n'a pas identifié d'où vient cette frustration, on la traîne et on la garde dans son prochain job. Et on va se rendre compte que 4 ans après, la frustration est toujours là. Ça a été mon cas pendant des années. Tous les 4 ans, je changeais, mais je changeais pour la même raison. À un moment donné, je me suis dit, c'est peut-être pas que les autres qui ont tort. Jennifer, modestie. Donc, effectivement, je trimballais une frustration que je n'avais pas analysée et à un moment donné, si je ne mets pas le doigt sur cette frustration, je ne peux pas travailler dessus, la modifier. Et c'est sur mes 40% d'actions volontaires, ça fait aussi partie de ça, de se dire j'analyse et je change ce qui ne fonctionne pas. Dans les frustrations ou dans les choses qui peuvent être là et susciter l'envie de changement, il y a plein de choses. Il y a, est-ce que c'est ma mission actuelle? Est-ce que la mission que j'occupe est suffisamment enrichissante pour moi? Ou est-ce que j'ai fait le tour et je commence à m'ennuyer? Les perspectives, est-ce qu'il y a des perspectives? On est sur l'idée de développer son potentiel. Quelles sont les perspectives qui s'offrent à moi? Dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans? Est-ce que ça fait sens pour moi? Alors le sens, il est lié à vers où je vais, mais la signification que je donne aussi à ma mission, et aussi c'est en lien avec les valeurs. D'accord? L'ambiance de travail, la relation avec le boss, avec les collègues, en fait c'est varié. Mais en tout cas, avant tout travail, il y a un temps d'analyse de votre besoin de changement, qu'on accompagne évidemment, mais qui est nécessaire. Parce qu'au moins vous savez sur quoi agir aussi. Et puis après, il est venu le temps de rallumer les étoiles, c'est-à-dire d'apprendre à bien vous connaître, à vous faire confiance et être experte de vous-même. Et c'est identifier cette zone d'excellence. Alors, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est d'identifier ce qui vous donne envie de vous lever le matin. Alors, quand je dis ça, en bilan de compétences, en coaching, qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin? C'est la question affreuse. C'est la question affreuse. Parce qu'on sait pourquoi on n'a pas envie d'aller bosser, mais on ne sait pas vers quoi on aurait envie d'aller. Voilà. Alors, ce qui vous donne envie de vous lever le matin, on travaille cela à partir des moteurs que je vais vous présenter. L'idée, c'est déjà de bien se connaître. C'est la base de tout. Quand je vous disais être experte de vous-même, c'est fondamental. Voilà les moteurs qu'on a identifiés. On a tous ces 6 moteurs. Conquérir, construire, explorer, accompagner, rencontrer, créer. Chaque moteur correspond à un besoin fondamental qu'on va essayer de satisfaire. Le conquérir, je vais très rapidement parce que c'est quand même 3 heures, un atelier sur les moteurs. Conquérir, c'est le besoin d'action. Construire, c'est le besoin de maîtrise, de résultats concrets. Explorer, c'est le besoin de comprendre le monde qui nous entoure. Accompagner, c'est le besoin de proximité, de chaleur dans la relation et c'est aussi lié à la notion d'équipe. Rencontrer, c'est le besoin de contact et de diversité dans la relation. Et créer, c'est le besoin de changement, d'alternative à l'existant. Tout simplement, si on connaît ces moteurs, j'ai envie de dire on a le devoir de les exprimer au travail. Parce que vos moteurs, ils vous énergisent. Vos moteurs, c'est là où se trouve votre potentiel. Quand vous avez des étoiles qui brillent dans les yeux, c'est parce que vous êtes sur vos moteurs. Et à contrario, quand vous vous ennuyez et que vous êtes épuisé après une journée de travail où finalement vous n'avez rien fait d'intéressant, c'est parce que vous n'êtes pas sur vos moteurs. D'accord? Et ne pas être sur ces moteurs, ça nous assèche et ça nous épuise. Être sur ces moteurs, c'est comme être sur pédaler avec une dynamo. C'est que vous vous éclairez, vous vous illuminez. Donc une personne qui aurait des moteurs relationnels très très forts et qui se retrouve tout seul dans son bureau, forcément, à la fin de la journée, elle n'a pas la pêche. Et on comprend pourquoi la machine à café a de véritables vertus dans l'entreprise. C'est que pour les personnes qui ont le moteur rencontré, mais c'est fondamental, elles viennent se prendre un petit shoot de café et un petit shoot de contact, et puis après elles repartent bosser, mais elles ont la pêche. Voilà. Exemple du moteur rencontré.
Si vous avez besoin d'actions, de défis et de challenges et que vous êtes dans une entreprise qui vous demande d'organiser et de consolider les résultats, ce n'est pas la bonne mission pour vous. Vous avez besoin de défis et de challenges, pas de consolider l'existant. L'enjeu n'est pas suffisamment ambitieux. Donc, ennui, etc., etc. D'accord ? Donc ça, c'est ce qui vous donne envie de vous lever le matin. Autre chose qui vous permet de rayonner, c'est vos forces. Les forces, c'est la base de la théorie de la psychologie positive. La psychologie positive vous incite à connaître vos forces et à capitaliser sur vos forces. Pourquoi ? Parce que les forces, ça vous met en énergie. Les forces, c'est facile pour vous. Les forces, en général, on vous reconnaît ces forces. Si vous ne savez pas quelles sont vos forces, faites confiance à votre entourage, lui sait. Et il va savoir utiliser vos forces. Une force, c'est reproductible. C'est-à-dire que oui, vous savez faire, mais ce n'est pas un hasard, ce n'était pas juste une fois. En général, vous savez bien faire et vous savez reproduire ça. Donc énergie, plaisir, reconnaissance de l'autre et reproductible. Ça, c'est vraiment les critères des forces. Une force, ça vous permet de vous épanouir, ça vous permet de vous réaliser et on est aussi sur votre zone de potentiel. Il est important de se poser la question si aujourd'hui dans votre travail, vous avez la possibilité d'exprimer vos forces. Si ce n'est pas le cas, c'est du gâchis. Il se peut même que dans votre travail, vous passiez votre temps à essayer de développer des lacunes, c'est-à-dire de les corriger, alors que vos forces sont complètement mises de côté et non utilisées. Double gâchis, parce que vous dépensez beaucoup d'énergie à corriger des défauts, alors que vous avez beaucoup de talents qui mériteraient d'être exploités. Vous avez un exemple ici des 24 forces. Alors, il n'y en a pas 24, mais ce sont les 24 forces qui ont été identifiées par Martin Seligman, qui est le fondateur de la psychologie positive, donc issu de l'université en Pennsylvanie. Voilà, donc vous avez des exemples de forces. En général, on va essayer d'identifier 5 forces qu'on va appeler les 5 forces de signature. Ces 5 forces de signature, c'est vraiment votre trousseau de clés magique, celui qui vous permet d'avancer dans la vie et qui vous permet de vous démarquer. Votre valeur ajoutée, elle est sur vos forces et sur vos moteurs. Donc ça, c'est Gisèle Casatsu qui l'a dit, mais moi je suis d'accord avec elle. Il faut cultiver les talents que l'on a reçus, on ne peut pas s'asseoir dessus. Gâchis. Une fois qu'on a identifié ce qui nous anime, ce qui nous donne envie de nous lever le matin, nos forces, ce qui nous permet de briller, il est important aussi de se poser la question de ce qu'on sait faire et de ce qu'on sait bien faire. On va être sur la notion de compétences. Les compétences, ça s'analyse avec le parcours, mais il y a une autre manière de travailler ces compétences. Alors, on a identifié, c'est M. Hendrix qui a identifié 4 zones de compétences, et moi, je trouve ça très pertinent. Pas facile, mais pertinent. Il y a une première zone de compétences qui s'appelle la zone d'incompétence. J'ai envie de dire, je ne sais pas faire ça. Alors, je ne sais pas faire ça, et je m'en fiche. Exemple, moi, j'ai aucune notion des chiffres. Ça tombe bien, j'ai absolument pas décidé de travailler avec les chiffres. Je travaille avec les humains, c'est ce que je fais de mieux, et j'écris, je suis littéraire. Alors pendant longtemps, on m'a donné des cours particuliers de maths parce qu'il fallait que je sois bonne en maths. Je ne sais pas pourquoi on s'était mis ça en tête. Ça a raté. Je suis toujours mauvaise en maths, mais je m'en sors très bien dans la vie. Et c'est vrai que mon prof particulier, on était avec une copine qui était mauvaise en maths aussi. On faisait des gâteaux, on faisait plein de choses, mais on ne faisait pas de maths. Enfin, je vous ai dit que je ne faisais les choses que par plaisir. Donc les maths, c'était mort. Donc c'est une zone d'incompétence, mais je m'en sors très bien dans la vie. J'ai délégué tout ce qui était lié aux chiffres. D'accord ? Je suis quand même facturée. La zone de compétence. La zone de compétence, c'est ce que vous savez faire. Vous le faites bien, mais ce n'est pas ce qui vous permet de vous illustrer. Ce n'est pas ce qui vous permet de vous démarquer de vos collègues. Mais vous savez faire. OK. Je suis compétente là-dedans. La zone d'excellence, alors là, c'est autre chose. Là, vous êtes super bonne. Vous êtes super bonne et tout le monde le sait. Donc,
Vous êtes en maîtrise, vous êtes reconnu, c'est super confortable pour vous, vous surfez sur cette zone d'excellence, c'est réjouissant, il y a de la reconnaissance, vous adorez. Sauf qu'à un moment donné, ça peut être piégeant, cette zone d'excellence. Parce que le risque, c'est que vous restiez sur cette zone de confort, soit parce qu'on vous y laisse, bah toi qui es super bonne là-dedans, tu peux me faire ci, ou ah, j'ai pensé à toi pour ce projet parce que c'est vraiment ton truc, tu excelles là-dedans. Donc à un moment donné, le risque, c'est que vous ne changiez plus et que vous ne sortiez plus de ce cadre qui est cette zone d'excellence. Tant que vous y êtes bien, j'ai envie de dire super. Mais à un moment donné, moi j'entends des personnes qui me disent bah, c'est vrai, je suis super bonne là-dedans, mais à un moment donné, je ne vais pas faire ça toute ma vie. Ok. Et ensuite, il y a cette zone de génie. Alors cette zone de génie, là, il faut mettre toute modestie et humilité au placard, ce qui est très difficile. Mais la zone de génie, c'est le waouh. C'est à un moment donné, dans votre vie personnelle, professionnelle, vous avez ressenti l'effet waouh. Vous faisiez quelque chose et vous vous êtes dit mais c'est génial, mais j'adore faire ça. Et alors, ça n'a pas forcément une valeur reconnue par l'autre, mais n'empêche qu'à ce moment-là, vous avez adoré. Non seulement vous avez adoré, vous étiez en énergie, il y avait du plaisir, et vous vous êtes dit, mais c'est juste génial, quoi. Et vous n'avez pas vu le temps passer, évidemment. Vous étiez totalement absorbé. C'est ce qu'on appelle aussi en psychologie positive l'expérience optimale, ou le flow. L'expérience optimale vous permet d'identifier cette zone de génie. Je discutais la semaine dernière avec une collègue, une coach, et puis on parlait de ces 4 zones de compétences. Et puis je lui dis la zone de, et puis je présente comme je fais à vous, et là elle me fait ah mais je connais ma zone de génie quoi, mais je l'exploite pas du tout. Et elle me dit moi je suis super manuelle, mais tout ce que je fais, tout ce que je touche, mais je le réussis quoi. Je suis vraiment très douée de mes mains. Et voilà, est-ce qu'elle va en faire quelque chose? Je ne sais pas. Mais effectivement, elle est très douée de ses mains. Et il y a certainement quelque chose à creuser et à exploiter de ce côté-là. Non seulement elle le réussit, mais elle adore. Et elle avait une de ses bananes quand elle m'a dit ça. Voilà. Elle est coach, mais elle va trouver quelque chose en lien. Alors, on continue là-dessus. Une fois qu'on a identifié ses compétences, on va commencer à identifier son projet. Alors le projet, je vous ai dit, ça ne tombe pas du ciel, quoi. C'est l'histoire de la vocation. Ça se cherche. Et là, c'est le moment de réveiller ses envies. Alors les envies, là aussi, c'est un vaste sujet, quoi. Oh. Ok, je termine là. Combien de minutes? 5 minutes? Alors, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux vraiment faire? Qu'est-ce que je veux vraiment, vraiment faire? Ça, c'est la base des questions. Ce n'est pas les plus faciles, mais en tout cas, c'est ce qu'il faut se poser. Ensuite, vous pouvez lister la liste de vos envies. Et vous posez ces petites questions qui sont les questions qui vont permettre de lever les freins. Si j'étais sûre de réussir, mais qu'est-ce que je ferais? Si tous les jobs étaient payés pareil, qu'est-ce que je ferais? Et si la vie des autres m'était complètement égale, qu'est-ce que je ferais? Là, on a bien les freins, le regard des autres, les finances, la confiance en soi. D'accord? Donc, on va travailler sur les craintes, comment on dépasse ses peurs. Donc, je les ai listées. Les peurs, en général, ce qu'on a recensé, c'est j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur de me tromper de voie, je ne me sens pas légitime. Donc ça se travaille en coaching individuel en général. Et puis après, c'est le moment de passer à l'action une fois qu'on a identifié tout ça. Passer à l'action, c'est définir un objectif. Quand je parle d'un objectif, c'est un objectif auto-concordant. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 2 types d'objectifs. L'objectif qu'on vous fixe, la famille, votre mari, les enfants, le boss. OK. Et puis, il y a votre objectif. L'objectif qui est le vôtre, en lien avec vos valeurs, votre personnalité, vos motivations. Vous n'êtes pas là pour faire plaisir aux autres, ni pour briller, ni pour impressionner les autres. C'est votre objectif. Et ça, c'est quand vous êtes totalement aligné. Quelqu'un qui est au clair sur son objectif, c'est quelqu'un qui rayonne. C'est quelqu'un qui convainc. C'est quelqu'un qui va illuminer parce que son objectif est clair et qui va donner envie de le suivre.
Une fois que votre objectif est clair et autoconcordant, vous pouvez en parler seulement quand il est clair. Et choisissez les bonnes personnes. Donc, identifiez dans votre entourage les personnes qui sont positives et qui vont vous soutenir, pas les personnes qui ont peur pour vous. Et il y en a beaucoup. Elles sont bien intentionnées, mais elles ont peur. Et bien sûr, soyez curieuse et nourrissez votre inspiration. Très important. Continuez d'aller chercher votre voix et d'être à l'écoute de ce qu'on vous dit. Regardez des tutos, lisez des podcasts, des sites sur les métiers et faites-vous accompagner. Alors ça, c'est l'aventure collective qu'on vous propose. On a 2 formules. Je vous propose d'aller voir sur notre stand Positive Your Job. Donc c'est un bilan de compétences qui associe le collectif et l'individuel. Il est sur 6 ateliers collectifs et ensuite de l'individuel, entièrement financé par le CPF et basé sur les outils de psychologie positive. On a des dates, voilà, les voici, mais on vous les enverra si vous le souhaitez. Et puis on a aussi une masterclass qui va avoir lieu le 9 avril pour vous reconnecter à vos ressources et booster votre confiance en vous grâce à la psychologie positive. Et ça, c'est le jeudi 9 avril, c'est une journée complète. Je vous remercie. Je pense que j'étais dans le timing finalement. Merci à vous.